Personne au village de Kosanto n'avait prévu que la nuit où Aminata découvrirait la véritable nature de Fatoumata, les baobabs centenaires se mettraient à saigner une sève rouge comme du sang humain. Le cri qui déchira cette nuit-là le silence de la concession de Mamadou Baldé ne ressemblait à rien de ce qu'un être humain peut produire. C'était le hurlement de quelqu'un qui venait de comprendre qu'elle avait partagé le même toit, la même cuisine, le même mari qu'une créature venue d'un monde où les vivants n'ont pas leur place. Mais comment Aminata aurait-elle pu deviner? Comment aurait-elle pu soupçonner que cette femme au geste si gracieux, au sourire si parfait, à la beauté si troublante, n'était qu'une illusion tissée par les esprits des eaux pour accomplir une vengeance vieille de 3 générations? Les anciens du village diraient plus tard que les signes étaient là depuis le début, cette façon qu'avait Fatoumata de ne jamais transpirer même sous le soleil de midi, ses pieds qui ne laissaient jamais d'empreintes dans la poussière rouge, et surtout, cette capacité troublante à connaître des secrets qu'elle n'avait jamais pu entendre. Mais la jalousie, cette passion dévorante qui rongeait Aminata depuis l'arrivée de la seconde épouse, l'avait aveuglée sur tout le reste. Maintenant, dans cette concession silencieuse où même les grillons ont cessé de chanter, Aminata se tient face à la vérité la plus terrifiante de son existence. Elle n'a pas seulement perdu son mari au profit d'une rivale. Elle l'a perdu au profit de quelque chose qui ne devrait même pas exister dans le monde des mortels. 6 mois plus tôt, quand les premières pluies de l'hivernage commençaient à tambouriner sur les toits de tôle ondulés de Kosanto, Aminata Baldé était encore une femme comblée. Mariée depuis 8 ans à Mamadou, l'un des commerçants les plus prospères du village, elle régnait sur une concession spacieuse où résonnaient les rires de leurs 3 enfants, Oumar, l'aîné de 7 ans aux yeux vifs comme son père, Aïcha, 5 ans, qui promettait déjà d'être une beauté, et le petit Ibrahima, 3 ans, turbulent comme un diablotin. Les matinées d'Aminata suivaient un rituel immuable qu'elle chérissait. Lever avant l'aube, prière de Fajr dans la pénombre parfumée par l'encens de la veille, puis la préparation du petit déjeuner. Le pilage du mil dans le mortier de bois résonnait en rythme avec celui de ses voisines, créant cette symphonie matinale qui berçait le réveil du village. Elle aimait ces moments où, tout en travaillant, elle échangeait des nouvelles par-dessus les clôtures de Banco, parlant des enfants, des récoltes à venir, des mariages en préparation. L'après-midi, quand la chaleur devenait écrasante et que même les chiens cherchaient l'ombre, Aminata s'installait sous le manguier de la cour avec ses coépouses fictives les autres femmes du quartier pour tresser les cheveux d'Aïcha ou repriser les boubous de la famille. Ses doigts habiles maniaient l'aiguille avec la même dextérité que sa grand-mère lui avait enseignée, créant des motifs brodés qui faisaient l'admiration de toutes. Mamadou rentrait généralement au coucher du soleil, les poches sonnantes des recettes de sa boutique d'étoffes et d'épices. C'était un homme de 40 ans, solidement bâti, au visage carré barré d'une moustache soigneusement taillée. Il avait cette autorité naturelle des hommes habitués à être respectés, mais aussi cette tendresse particulière pour sa famille qu'il ne montrait qu'en privé. Le soir, il aimait prendre le thé avec Aminata sous la véranda, lui racontant les potins du marché pendant qu'elle massait ses pieds fatigués. « Tu es ma reine », lui murmurait-il souvent en wolof, langue qu'ils parlaient entre eux par tendresse. Et Aminata y croyait. Elle se voyait vieillir à ses côtés, regarder grandir leurs petits-enfants dans cette même cour où elle avait été si heureuse. Mais le bonheur, dans les contes que sa grand-mère lui racontait autrefois, était toujours un état précaire, menacé par des forces mystérieuses. Et comme dans ces histoires ancestrales, le destin d'Aminata bascula un jeudi de juillet, jour de marché, quand Mamadou rentra avec une annonce qui fit s'effondrer son monde. « Aminata, ma chérie, il faut que nous parlions. » Ces mots, prononcés d'une voix inhabituellement douce, firent immédiatement dresser tous les sens d'Aminata en alerte. Mamadou n'utilisait jamais ce ton paterne qu'avec les enfants quand ils avaient fait une bêtise. Elle leva les yeux de la sauce qu'elle préparait, et ce qu'elle lut sur le visage de son mari lui glaça le sang plus efficacement qu'une douche froide. « J'ai pris une seconde épouse. » Les mots tombèrent dans le silence de la cuisine comme des pierres dans un puits. Aminata sentit le pilon lui échapper des mains et s'écraser sur ses pieds nus, mais la douleur physique n'était rien comparée à la déchirure qui venait de s'ouvrir dans sa poitrine. « Elle s'appelle Fatoumata », continua Mamadou sans la regarder, fixant ses mains comme s'il y découvrait soudain quelque chose de fascinant. « Elle vient de Tambacounda. C'est une veuve sans enfant, elle a besoin de protection, et tu as décidé sans me consulter, coupa Aminata, sa voix tremblant d'une rage qu'elle peine à contenir. 8 ans de mariage, 3 enfants, et tu ne juges même pas l'utile de m'en parler avant ?
Mamadou soupira lourdement, et pour la première fois depuis le début de cette conversation, il la regarda dans les yeux. Ce qu'elle y vit la terrifia, de la culpabilité, certes, mais aussi quelque chose d'autre. Quelque chose qui ressemblait à de l'obsession. Ce n'est pas si simple, Aminata. Cette femme, elle a quelque chose de spécial. Depuis que je l'ai rencontrée au marché de Tambacounda le mois dernier, je ne peux plus penser qu'à elle. Le sang d'Aminata ne fit qu'un tour. Quelque chose de spécial? Tu veux dire qu'elle est plus belle que moi, plus jeune, plus... Non. L'interruption fut si violente qu'Aminata sursauta. Non, ce n'est pas ça. Je ne sais pas comment t'expliquer. C'est comme si j'étais ensorcelée. Il avait prononcé ce dernier mot dans un murmure, mais Aminata l'avait parfaitement entendu. Et quelque chose dans sa façon de le dire, cette terreur à peine dissimulée dans sa voix, lui fit comprendre que Mamadou n'utilisait pas le terme à la légère. Elle arrive demain, ajouta-t-il avant de sortir précipitamment de la cuisine, laissant Aminata seule avec sa rage, sa peur, et une prémonition terrible que cette Fatoumata n'était peut-être pas exactement ce qu'elle prétendait être. Cette nuit-là, pour la première fois depuis son mariage, Aminata ne dormit pas dans le lit conjugal. Allongée sur sa natte dans la chambre des enfants, elle écouta Mamadou se tourner et se retourner dans leur lit, murmurant dans son sommeil un nom qu'elle ne connaissait que depuis quelques heures mais qui, déjà, hantait ses cauchemars. Fatoumata, Fatoumata, Fatoumata. Fatoumata arriva le lendemain matin dans un taxi brousse poussiéreux, et dès qu'Aminata la vit descendre du véhicule, elle comprit pourquoi son mari parlait d'ensorcellement. Cette femme n'était pas seulement belle, elle était d'une beauté si parfaite qu'elle en devenait presque irréelle. Grande et élancée, la peau d'un noir profond qui semblait absorber et réfléchir la lumière en même temps, Fatoumata se mouvait avec une grâce féline qui captait immédiatement tous les regards. Ses cheveux, tressés en une coiffure complexe ornée de perles dorées, encadraient un visage aux traits si harmonieux qu'ils auraient pu être sculptés par un maître artisan. Mais ce qui troubla le plus Aminata, ce furent ses yeux, d'un noir si profond qu'on n'y voyait pas de pupilles, comme deux puits sans fond qui semblaient contenir tous les secrets du monde. Assalam alaikum, coépouse, dit Fatoumata en s'approchant d'Aminata, et sa voix avait cette qualité cristalline des ruisseaux de montagne. Je suis heureuse de faire enfin ta connaissance. Aminata répondit machinalement au salut, mais quelque chose dans la poignée de main la dérangea. Les mains de Fatoumata étaient étonnamment fraîches pour quelqu'un qui venait de voyager des heures sous le soleil torride, et surtout, elle avait l'impression bizarre que ses mains n'avaient pas de texture, comme si elles serraient de l'air solidifié. Les premiers jours passèrent dans une cohabitation tendue mais civilisée. Fatoumata se révélait d'une politesse irréprochable, d'une discrétion exemplaire, et d'une efficacité domestique qui forçait l'admiration. Elle préparait des plats d'une saveur exquise avec des ingrédients qu'Aminata n'avait jamais vus, elle apaisait les enfants d'un simple regard, et elle semblait anticiper les besoins de chacun avant même qu'ils soient exprimés. Mais plus troublant encore, Mamadou paraissait littéralement transfiguré en sa présence. L'homme énergique et volubile qu'Aminata connaissait devenait silencieux, contemplatif, comme hypnotisé. Il passait des heures à regarder Fatoumata s'activer dans la maison, oubliant parfois de répondre quand on lui adressait la parole. « Papa, pourquoi tu regardes toujours tante Fatoumata comme ça ?» demanda innocemment Oumar un soir, et la question fit frissonner Aminata. Car effectivement, il y avait quelque chose de maladif dans la façon dont son mari dévorait sa seconde épouse des yeux. La nuit, les choses empirèrent. Mamadou délaissait complètement le lit d'Aminata pour celui de Fatoumata, et les sons qui filtraient de leur chambre ne ressemblaient pas à des ébats amoureux normaux. C'étaient des gémissements étranges, parfois des chuchotements dans une langue qu'Aminata ne reconnaissait pas, et parfois un silence si total qu'elle se demandait s'il respirait encore. Un matin, en allant puiser l'eau au puits, Aminata croisa Marem, la doyenne du village et réputée pour sa sagesse. La vieille femme l'attira à l'écart et lui murmura d'une voix inquiète. « Ma fille, cette nouvelle épouse de ton mari, elle ne laisse pas d'empreinte dans la poussière. Hier, je l'ai vue marcher jusqu'à la boutique, et quand j'ai regardé derrière elle, il n'y avait rien. Comme si elle flottait au-dessus du sol. » Aminata voulut protester, dire que c'était impossible, mais les mots refusèrent de sortir. Car maintenant qu'on attirait son attention dessus, elle réalisait qu'elle n'avait effectivement jamais vu de traces de pas de Fatoumata, nulle part. Cette révélation ouvrit les vannes de l'observation minutieuse.
Aminata se mit à épier sa coépouse avec l'attention d'un chasseur, et plus elle l'observait, plus les détails troublants s'accumulaient. Fatoumata ne semblait jamais avoir soif, ne transpirait jamais, et ses vêtements restaient impeccables même après une journée de travail sous la chaleur. Elle ne mangeait presque rien pendant les repas familiaux, se contentant de porter la nourriture à ses lèvres sans vraiment l'avaler. Et puis il y avait cette façon qu'elle avait de connaître des choses qu'elle n'aurait jamais dû savoir. Des détails sur la famille de Mamadou que lui-même avait oubliés, des anecdotes sur les habitants du village qu'elle n'avait pourtant jamais rencontrés, des secrets que même Aminata ignorait après 8 ans de mariage. La première manifestation vraiment surnaturelle se produisit un soir d'orage, 3 semaines après l'arrivée de Fatoumata. Aminata était seule dans la cour, étendant du linge malgré les nuages menaçants, quand elle entendit Fatoumata chanter dans sa chambre. Mais cette mélodie n'avait rien d'humain. C'était un chant dans une langue inconnue, aux intonations si étranges qu'elle faisait frissonner la peau et accélérer le cœur. Intriguée et inquiète, Aminata s'approcha discrètement de la fenêtre. Ce qu'elle vit la fit tituber de terreur. Fatoumata se tenait debout au centre de la pièce, mais elle ne touchait pas le sol. Elle flottait à 30 centimètres du plancher, les bras levés vers le ciel, et autour d'elle dansaient des flammes bleues qui ne brûlaient rien mais éclairaient la chambre d'une lueur spectrale. Le chant s'intensifia, et soudain l'orage éclata avec une violence inouïe. Mais les gouttes de pluie qui traversaient la fenêtre ouverte s'arrêtaient à quelques centimètres de Fatoumata, formant autour d'elle une barrière invisible. Aminata recula, terrorisée, et dans son mouvement de panique, elle fit tomber un pot de fleurs. Le fracas interrompit net la mélodie surnaturelle. Instantanément, Fatoumata redescendit au sol, les flammes disparurent, et quand elle se tourna vers la fenêtre, ses yeux brillaient dans l'obscurité comme ceux d'un félin nocturne. « Tu as vu quelque chose d'intéressant, coépouse ?» demanda-t-elle d'une voix où perçait une menace à peine voilée. Aminata balbutia une excuse et s'enfuit vers sa chambre, le cœur battant si fort qu'elle craignait qu'il n'explose. Cette nuit-là, elle ne ferma pas l'œil, et au matin, elle avait pris une décision, elle devait découvrir qui était vraiment Fatoumata. Sa première initiative fut de se rendre chez Hadja Aïssatou, la guérisseuse traditionnelle du village voisin, réputée pour sa connaissance des esprits et des forces occultes. La vieille femme l'écouta attentivement, posant parfois des questions précises sur les comportements de Fatoumata. « Ma fille, dit-elle finalement avec gravité, ce que tu me décris ressemble fort à ce que nos ancêtres appelaient un djinné, un esprit des eaux qui prend forme humaine. Ils sont capables d'ensorceler les hommes et de détruire les familles. Mais pour en être certaine, il faut faire un test. » Elle tendit à Aminata un petit sachet de cuir contenant une poudre brunâtre. « Mélange ceci à sa nourriture. Si c'est bien un esprit, elle ne pourra pas l'avaler. Mais attention, ma fille. Si mes soupçons se confirment, tu courras un grand danger. Ces créatures n'aiment pas qu'on découvre leur véritable nature. » De retour chez elle, Aminata attendit l'occasion propice. Elle se présenta le soir même, Fatoumata préparait le dîner, et Aminata proposa de l'aider. Discrètement, elle versa une pincée de la poudre mystérieuse dans l'assiette de sa coépouse. Pendant le repas, elle observa Fatoumata avec une attention de microscope. Quand celle-ci porta la première cuillerée à sa bouche, elle s'arrêta net, comme si elle venait de sentir une odeur pestilentielle. Son visage se crispa légèrement, puis elle reposa calmement sa cuillère. « Excuse-moi, dit-elle d'une voix parfaitement contrôlée, mais je n'ai plus faim finalement. » Le test était concluant. Aminata venait d'acquérir la certitude que sa coépouse n'était pas humaine. Mais cette révélation, loin de la soulager, décupla sa terreur. Car si Fatoumata était effectivement un esprit, quels étaient ses véritables objectifs? Et surtout, comment protéger sa famille de cette menace surnaturelle? Les jours suivants, l'atmosphère de la concession se chargea d'une tension électrique presque palpable. Fatoumata n'avait pas dit un mot sur l'incident du repas, mais son comportement avait subtilement changé. Elle regardait Aminata avec un sourire qui ne montait jamais jusqu'aux yeux, et parfois, quand elle croyait ne pas être observée, son visage se figeait dans une expression si froide, si inhumaine, qu'Aminata en avait des sueurs froides. Mamadou, lui, sombrait de plus en plus profondément dans son obsession. Il négligeait sa boutique, oubliait de manger, et passait ses journées à contempler Fatoumata avec l'adoration maladive d'un fanatique.
Quand Aminata tentait de lui parler, il la regardait comme s'il ne la reconnaissait plus, et parfois, elle surprenait dans ses yeux une lueur étrange, comme s'il était possédé par une volonté extérieure. Les enfants, avec cette sensibilité particulière que possèdent les petits, commencèrent à manifester des signes d'angoisse. Oumar faisait des cauchemars et refusait de rester seul avec Fatoumata. Aïcha, d'habitude si bavarde, était devenue silencieuse et craintive. Quant au petit Ibrahima, il se mettait à pleurer dès que Fatoumata s'approchait de lui. La situation atteignit son point de non-retour un jeudi soir, quand Aminata découvrit Fatoumata dans la chambre des enfants, penchée sur le lit d'Ibrahima endormi. Dans l'obscurité, ses yeux brillaient d'une lueur phosphorescente, et elle murmurait des paroles incompréhensibles au-dessus de l'enfant. « Qu'est-ce que tu fais » cria Aminata en allumant brusquement la lampe. Fatoumata se redressa avec un calme glacial. « Je veillais sur le petit. » Il avait l'air agité. Mais Aminata avait vu autre chose. L'espace d'un instant, avant que la lumière ne l'aveugle, elle avait aperçu quelque chose d'inhumain dans le visage de sa coépouse. Les traits s'étaient comme estompés, révélant en transparence quelque chose d'écailleux, d'aquatique, quelque chose qui n'avait jamais été humain. Cette nuit-là, Aminata prit une décision désespérée. Elle ne pouvait plus attendre, ne pouvait plus laisser cette créature près de ses enfants. Il fallait qu'elle agisse, qu'elle démasque publiquement Fatoumata, qu'elle force Mamadou à voir la vérité. Elle se rendit dans la réserve où Mamadou stockait ses marchandises et en ressortit avec un long couteau de cuisine. Non pas pour s'en servir comme d'une arme, elle n'était pas une meurtrière, mais parce qu'elle se souvenait d'une histoire que lui racontait sa grand-mère. Les esprits de l'eau craignaient le fer forgé, et la vue d'une lame pouvait les contraindre à révéler leur véritable nature. Elle attendit la nuit profonde, quand toute la maisonnée dormait, et se glissa silencieusement vers la chambre de Fatoumata. La porte n'était pas fermée, étrange habitude pour une femme mariée, et Aminata put voir à l'intérieur. Ce qu'elle découvrit dépassa ses pires cauchemars. Fatoumata était bien là, mais elle ne dormait pas. Elle se tenait debout face à un grand miroir, et son reflet n'était pas humain. Dans la glace, Aminata voyait une créature aux écailles bleu-vert, aux longs cheveux d'algues, aux yeux comme des perles noires. Ses mains étaient palmées, et quand elle souriait, elle révélait des rangées de dents acérées comme celles d'un requin. « Tu peux entrer, coépouse, » dit soudain Fatoumata sans se retourner. « Je t'attendais. » Aminata fit un pas dans la chambre, le couteau tremblant dans sa main, et pour la première fois depuis des semaines, elle eut l'impression de regarder la véritable Fatoumata. Celle-ci se retourna lentement, et son visage humain était en train de se dissoudre comme un masque qui fond, révélant peu à peu les traits aquatiques et terrifiants de sa nature véritable. « Tu as été très perspicace, » dit l'être d'une voix qui gargouillait maintenant comme de l'eau sur des galets. « Plus que ton mari, en tout cas. Lui, il n'a jamais rien soupçonné. Les hommes sont si faciles à aveugler quand on sait comment s'y prendre. »« Qu'est-ce que tu veux » parvint à articuler Aminata, bien que sa gorge soit si serrée qu'elle arrivait à peine à respirer. « Ce que je veux » répéta la créature en éclatant d'un rire cristallin et terrifiante. « Je veux ce qui m'a été promis il y a très longtemps. Tu ne connais pas l'histoire de ton beau-père, n'est-ce pas? Damba Baldé, le père de ton cher Mamadou ?» Aminata secoua la tête, incapable de parler. Il y a 25 ans, Damba était un jeune pêcheur sans le sou. Un jour, ses filets se sont pris dans quelque chose au fond du fleuve Gambie. En plongeant pour les dégager, il a découvert un temple englouti, très ancien, datant du temps où les esprits des eaux vivaient en paix avec les hommes. Et dans ce temple, il a trouvé un trésor, des perles, de l'or, des gemmes qui valaient une fortune. La créature s'approcha d'Aminata, et celle-ci put sentir cette odeur d'eau stagnante et d'algues en décomposition qui émanait de son corps. Mais ce trésor était gardé. J'étais là, endormi depuis des siècles, et le vol de Damba m'a réveillé. Quand il est remonté à la surface avec ses sacs pleins de richesses, je l'ai suivi. Je lui ai dit qu'il devait me payer pour ce qu'il avait pris. Il m'a ri au nez et a fui. Les yeux de la créature brillèrent d'une colère froide. Grâce à ce trésor volé, Damba a bâti sa fortune. Il a ouvert sa première boutique, puis une deuxième, puis une troisième. Il est devenu respecté, riche, puissant. Mais moi, je n'avais pas oublié. J'ai attendu. J'ai patienté 25 ans,
le temps que sa descendance grandisse et prospère. Mais pourquoi Mamadou? Demanda Aminata dans un souffle. Il n'y est pour rien dans ce que son père a fait. Parce que, siffla la créature, les dettes se transmettent de génération en génération. Et la dette de Damba était simple, une vie contre le trésor volé. Sa vie, ou celle de son fils. Aminata sentit ses jambes se dérober sous elle. Tu veux tuer Mamadou? Le tuer, s'esclaffa à l'être. Non, ma chère coépouse. Je veux quelque chose de bien plus précieux que sa vie. Je veux son âme. Et grâce à ton aveuglement, à ta jalousie qui t'a empêché de voir la vérité plus tôt, j'ai presque réussi. La créature leva la main, et Aminata vit que ses ongles s'étaient transformés en griffes acérées. Chaque nuit que j'ai passée avec lui, j'ai aspiré un peu plus de son essence vitale. Dans quelques jours, il ne restera plus rien de l'homme que tu as aimé. Il sera devenu ma marionnette, mon serviteur éternel, et il m'aidera à récupérer tous les trésors que sa famille a bâtis avec leurs volets. Et nous? Demanda Aminata en pensant à ses enfants. Qu'est-ce qui nous arrivera? Le sourire de la créature se fit plus cruel encore. Vous disparaîtrez. Les épouses et les enfants des serviteurs des esprits des eaux n'ont pas le droit d'exister. C'est la loi de mon peuple depuis la nuit des temps. Aminata sentit une rage froide l'envahir. Cette chose, cette abomination, non seulement comptait détruire son mari, mais aussi tuer ses enfants innocents pour venger un crime qu'il n'avait pas commis. Jamais, murmura-t-elle en serrant plus fort le manche du couteau. Je ne te laisserai pas faire. Et comment comptes-tu m'en empêcher? Ricana l'esprit. Tu n'es qu'une mortelle insignifiante face à une créature vieille de 1000 ans. Mais Aminata se souvenait des paroles de sa grand-mère, les esprits sont puissants, ma fille, mais ils ont une faiblesse. Ils ne peuvent résister à quelqu'un qui agit par amour véritable, sans aucun intérêt personnel. Et soudain, Aminata comprit. Elle comprit pourquoi l'esprit avait eu besoin de tant de temps pour corrompre Mamadou, pourquoi il n'avait pas pu agir directement. Les créatures surnaturelles étaient soumises à des lois ancestrales, et l'une de ces lois était qu'elles ne pouvaient détruire une famille unie par un amour authentique. Tu as raison, dit-elle en abaissant son couteau. Je ne peux pas te combattre par la force. Mais je peux faire quelque chose de plus puissant. Elle se tourna vers la porte et cria de toutes ses forces, Mamadou. Mamadou, viens vite. J'ai besoin de toi. Des pas précipités résonnèrent dans le couloir, et Mamadou apparut dans l'encadrement de la porte, les cheveux ébouriffés, l'air hagard. Mais quand il vit la créature, qui n'avait plus rien d'humain maintenant, son visage se figea d'horreur. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Balbutia-t-il. C'est ta seconde épouse, dit calmement Aminata. Celle que tu préfères à moi. Celle pour qui tu étais prêt à détruire notre famille. Mamadou regardait alternativement Aminata et la créature, comme s'il émergeait d'un long cauchemar. Je ne comprends pas Fatoumata, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu as cette apparence? Parce que c'est ma vraie nature, imbécile, cracha l'esprit. Et maintenant que le processus est presque achevé, je n'ai plus besoin de jouer la comédie. Aminata s'approcha lentement de son mari, et quand elle prit ses mains dans les siennes, elle sentit qu'elles étaient glacées, presque sans vie. Mamadou, dit-elle d'une voix pleine de tendresse, regarde-moi. Regarde vraiment. Tu te souviens de notre première rencontre? Tu m'avais dit que mes yeux étaient comme des étoiles dans la nuit. Tu te souviens du jour où Oumar est né, et comment tu as pleuré de joie en le tenant dans tes bras? Tu te souviens de toutes ces nuits où nous rêvions ensemble de l'avenir de nos enfants? À chaque mot qu'elle prononçait, Mamadou semblait reprendre un peu de couleur, comme si la chaleur de ses souvenirs réchauffait son âme gelée. Oui, je me souviens, murmura-t-il, et sa voix retrouvait peu à peu sa tonalité naturelle. Aminata, qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai l'impression de sortir d'un brouillard épais. Non, hurla la créature, et sa voix fit trembler les murs de la maison. Tu m'appartiens. J'ai passé des mois à tisser mes liens autour de ton âme. Mais Aminata ne lâchait pas les mains de son mari. L'amour, Mamadou. C'est ça qui peut nous sauver. Cette chose a profité de notre éloignement, de nos disputes, de ma jalousie. Mais si nous nous souvenons de ce qui nous unit vraiment.
Elle se tourna vers la créature avec un courage qu'elle ne se connaissait pas. Tu as fait une erreur. Tu pensais que nous étions comme tous ces couples que tu as détruits au fil des siècles. Mais nous avons construit quelque chose de plus fort que tes sortilèges. L'esprit des eaux siffla de rage et se jeta vers eux, les griffes tendues. Mais au moment où elle allait les atteindre, une lumière dorée jaillit des mains unies d'Aminata et Mamadou. La créature fut projetée en arrière comme si elle avait heurté un mur invisible. Impossible, cracha-t-elle en se relevant. Aucun humain ne peut résister à ma magie. L'amour véritable est plus ancien que ta magie, dit Aminata avec une assurance qui la surprenait elle-même. Et maintenant, retourne d'où tu viens. Tu n'as plus de pouvoir ici. La créature poussa un cri de frustration qui fit voler en éclats tous les miroirs de la maison. Cette histoire n'est pas terminée. La dette de la famille Baldé reste impayée. Je reviendrai. Peut-être, dit Aminata calmement. Mais pas cette nuit. Et pas tant que nous resterons unis. L'esprit des eaux se désintégra peu à peu, comme de l'eau qui s'évapore, et ses dernières paroles résonnèrent dans l'air nocturne comme une malédiction, je reviendrai quand l'amour se sera éteint entre vous. Et ce jour-là, rien ne pourra me résister. Puis il ne resta plus rien. Juste Aminata et Mamadou, debout dans une chambre dévastée, se regardant comme s'ils se redécouvraient après une longue séparation. 6 mois ont passé depuis cette nuit terrifiante. La vie a repris son cours normal à Kosanto, du moins en apparence. Mamadou a repris ses activités avec l'énergie d'un homme qui a failli perdre tout ce qui comptait pour lui. Il chérit maintenant chaque moment passé avec sa famille, conscient de la chance qu'il a eue d'échapper au piège surnaturel. Aminata, elle, a mûri d'une façon que seule une épreuve extrême peut provoquer. Elle comprend maintenant que l'amour véritable n'est pas une acquisition définitive, mais une plante fragile qu'il faut arroser quotidiennement. Sa jalousie d'autrefois lui paraît dérisoire face à ce qu'ils ont traversé ensemble. Les enfants ont récupéré leur joie de vivre, même si parfois, le petit Ibrahima réveille toute la maisonnée en criant qu'il a vu « la dame aux écailles » dans ses rêves. Ces nuits-là, Aminata et Mamadou se relaient à son chevet, lui chantant des berceuses jusqu'à ce que les cauchemars s'effacent. Mais Aminata n'a pas oublié les dernières paroles de l'esprit. Elle sait que quelque part, dans les profondeurs du fleuve Gambie, la créature attend son heure. Elle attend que l'amour s'émousse, que les disputes reprennent, que les époux se lassent l'un de l'autre. C'est pourquoi, chaque soir avant de s'endormir, Aminata prend les mains de Mamadou dans les siennes, et tous deux renouvellent en silence la promesse qu'ils se sont faite cette nuit-là. Quoi qu'il arrive, ils ne laisseront jamais rien ni personne détruire ce qu'ils ont construit ensemble. Car ils savent maintenant que dans ce monde où les esprits rôdent et où les dettes du passé peuvent ressurgir à tout moment, l'amour authentique entre deux êtres reste la plus puissante des protections. Plus forte que tous les sortilèges, plus durable que toutes les vengeances, plus précieuse que tous les trésors volés. Et quand les vents du soir apportent parfois, du côté du fleuve, un chant aquatique et mélancolique qui fait frissonner les habitants de Kosanto, Aminata sourit en serrant plus fort la main de son mari. Car elle sait que tant qu'ils s'aimeront vraiment, la créature des eaux restera impuissante. L'esprit peut attendre 1000 ans de plus s'il le faut. L'amour d'Aminata et Mamadou lui survivra. Ainsi se termine l'histoire de la femme qui découvrit que sa coépouse était un esprit. Les anciens de Kosanto la racontent encore aujourd'hui aux jeunes couples, pour leur rappeler que dans le mariage comme dans la vie, les plus grands dangers viennent souvent de l'intérieur, de la jalousie, de l'indifférence, de l'orgueil qui nous aveugle sur ce qui compte vraiment. Car si les esprits maléfiques existent, ils ne peuvent rien contre un cœur qui aime vraiment, et 2 âmes qui refusent de se laisser diviser. Et parfois, quand la lune se reflète sur les eaux sombres du fleuve Gambie, les pêcheurs jurent entendre encore le chant frustré de l'esprit des eaux, condamné à attendre pour l'éternité une vengeance qui ne viendra peut-être jamais.